Salam alaikum Azul, bonsoir. Nous le savions déjà depuis belle lurette que ce régime a sombré, peut-être irrémédiablement, dans des états pathologiques qui le rendent non seulement dangereux, y compris pour lui-même, mais surtout incontrôlable, y compris par lui-même, parce qu'il ne sait plus évaluer ses failles, ses limites, même pas celles qui pourraient le mener à sa propre perte. C'est bien pour cela qu'il est dans une démarche suicidaire, qu'il ne sait plus rien entreprendre d'autre que d'éperdues fuites en avant, qu'il n'a d'autre discours que celui du mensonge éhonté, qu'il ne craint plus ni le ridicule, ni d'être confondu. Et à cet aveuglement, que même lui ne voit pas, si je peux dire, vient s'ajouter ce mépris pour le peuple dont il a dévoyé le destin pourtant prometteur, et qu'il traite par-dessus la jambe en entité moutonnière, qu'il mène en troupeau docile vers des bureaux de vote, qui sont autant de leurs, au mieux des attrape-nigauds. Son seul exploit parce que incroyablement monstrueux, et qu'il a réussi à faire applaudir ses victimes à leur propre mise à mort, à les monter les unes contre les autres, à avoir fait de nombreuses parmi elles ces laudateurs, ces baltagias, ces chiétines empressées. Au mieux, des foules débonnaires qui s'étripent et se marchent dessus pour avoir leur place à des séances de claques et des sièges de représentation. Zama zama. Et cet exploit est d'autant plus remarquable que c'est l'intelligentsia de ce pays, ou ce qui en reste, ou qui se prétend tel, qui se rue désormais sur les miettes de piètres privilèges qui leur sont jetés comme à une meute. Si vous voulez vous faire une idée sur l'étendue des désastres, allez voir comment se déroulent les confections de listes pour les élections législatives. Comment des sacs poubelles de liasses d'argent s'échangent pour une place dans la liste. Comment des chefs de parti font surenchère d'allégeance au maître. Comment se monnaient les quotas. Il ne sait pas, il ne sait plus, ce régime, que le jour est proche de sa fin, de son suicide annoncé. Ils ne savent pas qu'un objet tombe toujours du côté où il penche, que la présence de facteurs donnés entraîne toujours des conséquences cohérentes. Les personnages qui constituent ce régime, qui dirigent ce pays, comme s'ils conduisaient un camion sans frein, les yeux bandés, ont déjà oublié ce regard hébété, suppliant de bête traquée qu'avait Kadhafi au moment où des brutes le lynchaient au milieu de rires hystériques et de colibés. Ils ont oublié cet atroce avertissement que l'histoire en marche a donné à tous les despotes, si tant est qu'ils aient seulement observé et pénétré l'événement dans toute sa signification, dans tout ce qu'il annonce. Ils ont oublié. Ou bien alors ils n'ont rien vu de cet avertissement qui leur a été donné, parce qu'ils sont emplis d'ignorance, de suffisance. Mais pas seulement, parce qu'ils sont aussi, et surtout, d'une stupidité abyssale, à peine imaginable, qu'ils sont dans un état d'esprit qui ne leur laisse aucune possibilité de distanciation, parce qu'ils sont dans l'hystérie, dans la mégalomanie, dans la schizophrénie. Ils ne sont plus capables d'apprécier la situation à sa juste mesure, ni de comprendre que rien ne vaut de précipiter une nation tout entière dans un inéluctable chaos et de vouer
leur propre sort à l'incertitude des lendemains. Oui, le malheur est que ce ne sont pas seulement leurs petites personnes, leur famille, leur honneur qu'ils mettent en péril. C'est surtout toute une nation qu'ils ont de toute façon empêché de clore réellement, de se dépêtrer de la nuit noire où ils l'ont enfermée avant même qu'elle ne naisse. Mais sont-ils les seuls coupables? Je vous le demande, sont-ils les seuls coupables? Ne sont-ils pas sortis de notre sein? Ne les avons-nous pas nous-mêmes produits? Ne sont-ils pas les enfants naturels de notre lâcheté, de notre veulerie? Ne sont-ils pas nos sordides avatars? Des nations autrement plus accomplies que l'Algérie qui ont su se concrétiser, se pérenniser, se perpétuer sur des fondements solides et éprouvés, n'en ont pas moins disparu pourtant d'entre les autres nations, parfois pour s'être laissées corrompre, parce que ne survivent parmi les nations que celles qui ne rompent pas les grands équilibres qui les fondent. C'est là une condition irréfragable. Les peuples qui s'agglomèrent autour de leur passé, qui se tournent vers un même horizon, qui ne permettent qu'aux meilleurs parmi eux de les conduire, qui se respectent, qui se protègent, se soutiennent mutuellement les uns les autres, qui créent des systèmes éclairés de gouvernance, où nul n'est au-dessus des lois, où nul ne peut être opprimé injustement, où la seule violence est celle de la loi, où sont érigées en valeur cardinale celles qui honorent le citoyen et le hissent là où nul ne peut attenter à son honneur, à sa sûreté, à sa liberté, au rôle plein et entier qui est le sien. Ni plus, ni moins que celui de n'importe quel autre citoyen. Ces nations-là ne meurent pas, ni ne permettent aux plus vils de prendre leur tête. Rétro-info de la semaine, comme chaque samedi, donc. Et j'ai le plaisir, pour en parler aujourd'hui, de recevoir, Saïd Khlil, ex-premier secrétaire du FFS. Merci. Bonsoir Azoul. Merci encore une fois d'être venu. Voilà. Nous, à chaque fois, on vous lance le grappin dessus. Dès qu'on entend dire que vous êtes dans les parages, on envoie quelqu'un à l'aéroport pour vous prendre vif. Eh ben, c'est avec plaisir. De toute façon, c'est une occasion, comme on n'est pas très souvent, autant l'exploiter pour dire un peu son mot. Parce que vous dites tellement de choses vraies et opportunes que nos téléspectateurs vous demandent bien souvent, comme les autres invités qui sont là d'ailleurs. Hein, voilà. Et merci pour Maghribia, pour l'opportunité qu'elle nous offre pour nous exprimer librement. Merci. Voilà. Hassan Hirish, docteur en sciences économiques, spécialiste de la PNL, qui le plus souvent ici dans le Rétro-Info, il devient un vrai chroniqueur quasiment chaque semaine. Merci. Bonsoir et merci pour l'invitation permanente. Merci Hassan. Et Nazim Talb aussi, qui prend de plus en plus l'habitude de nous visiter pour les Rétro-Info, qui est membre du secrétariat de Rachad. Salam alaikum, bonjour. Et merci pour l'invitation et je rejoins mon ami pour dire qu'effectivement, on est bien heureux d'avoir un espace où on peut librement dire ce qu'on pense. Merci beaucoup. Je rappelle, par honnêteté pour nos téléspectateurs qui ont l'habitude de voir le top 3 toujours en direct, qu'il arrive que le Rétro-Info, comme aujourd'hui, nous le fassions en différé. Donc cette émission est enregistrée en ce moment. Elle sera diffusée tout à l'heure à 19h. Voilà. Alors, les sujets d'aujourd'hui, nous allons parler de la tripartite, des élections et de l'état de santé de Bouteflika. Et donc, le premier titre. Algérie Focus, tripartite, une réunion pour la forme, par Saïd Ouakli. Saïd Khlil, la tripartite. Donc, d'abord, on se demande pourquoi ils la tiennent. Tripartite composée qui est censée représenter d'un côté les représentants des travailleurs, de l'autre
les employeurs et au milieu l'État périn qui est là pour essayer d'équilibrer, d'arbitrer. En fait, l'État est un régime illégitime. Les représentants de travailleurs sont un syndicat qui ne représente plus les travailleurs. Il n'y a pas de syndicat autonome dedans. L'UJTA refuse fermement qu'il soit associé, ne serait-ce qu'en tant qu'observateur. Et de l'autre côté, un patronat qui est sorti des plis du régime, où il n'y a quasiment pas le secteur public. Pas du tout. C'est quoi cette tripartite et à quoi elle sert? En fait, on est toujours dans le fonctionnement pour la forme, dans le virtuel. Il faut donner une image d'un pays organisé, qui fonctionne, qui a sa tripartite, qui a son patronat comme la France a son MEDEF, qui a son parlement comme la France en a un, et qui a sa tripartite comme ça se fait dans des pays qui fonctionnent, qui est moderne, organisé, tout ça. D'ailleurs, c'est à destination du Bureau international du travail. Hein. C'est à destination de l'OIT, du BIT. Donc, on est dans cette approche-là, dans ce paradigme de virtualité. Et évidemment, la réalité contredit à tout bout de champ tout ce qui est entrepris. Et puis voilà, donc ils vont annoncer des mesures exceptionnelles, des mesures extraordinaires pour juguler la crise, pour faire redémarrer l'économie sur de nouvelles bases. Et tout ça, comme nous leur disons à chaque fois, comment vous qui n'avez pas pu mettre l'économie sur rail au moment où vous avez des rentrées faramineuses, au moment où vous aviez des compétences avant qu'elles ne fuient le pays, au moment où toutes ces opportunités gâchées, comment aujourd'hui vous allez pouvoir faire redémarrer cette économie moribonde et tout ça. Donc, et tant qu'on est dans cette virtualité, c'est-à-dire un secrétaire général de l'UJTA pérenne, quasiment, qui colle ou qui a même devant ses yeux, il me semble, le président de la République, puisqu'il a remplacé Ben Hamouda. Vous avez aussi un patron des patrons sortis de je sais où, et puis, bon, l'inérarable Premier ministre, et puis la boucle est bouclée. Donc, ce que nous pouvons dire, c'est que la réalité, on ne peut pas la mystifier, on ne peut pas la trafiquer, la réalité, elle reste réelle. Mais ils sont dans quoi? Ils sont dans j'aimerais que vous interveniez, sans que je vous donne la parole, que vous preniez la parole l'un l'autre. Mais oui. Sinon, ça veut dire quoi? C'est une fuite en avant? C'est pour donner le change? Oui, Monsieur Benchenouf, je crois qu'il faut dire aux téléspectateurs d'Al-Marabia que nous sommes en fait en présence effectivement d'un éternel recommencement. L'Algérie effectivement a besoin de tripartite, mais qu'elle soit une véritable tripartite. Parce que pour le moment, c'est des partenaires qui sont de la même maison. Aujourd'hui, on a besoin... On dit nous de la Hamida, absolument. C'est Moualindar qui sont là entre eux. Oui. Donc, l'Algérie a besoin, effectivement, de refonder son économie, de refonder son administration, de refonder ses institutions, etc. C'est une urgence absolue. L'Algérie a pris beaucoup de retard. On va dire que depuis l'arrivée de Bouteflika, au lieu d'avancer, l'Algérie a régressé. Donc, il faut qu'on se mette véritablement au diapason des modèles internationaux, des règles internationales, etc. Moi, il se trouve, M. Benchenouf, que je travaille beaucoup avec de grandes entreprises multinationales et qui travaillent, entre autres, avec l'Algérie. C'est des entreprises très inquiètes. Elles sont très inquiètes par le climat des affaires, parce que c'est un pays qui change les règles du jeu en plein jeu. Et c'est un pays où les mesures ne sont pas économiques, elles sont... Je rappelle que vous coachez des patrons d'entreprise, des grands patrons d'entreprise. Absolument. Ouais. Et donc, il y a cette inquiétude-là, parce que précisément, M. Benchenouf, nous ne sommes pas sérieux. L'Algérie est considérée comme un pays infantile. Et donc, qu'ils suivent à la petite semaine, parce qu'il y a encore une fois des changements de règles de façon intempestive. Il y a des mesures, non pas économiques, mais des mesures administratives, idéologiques,
etc. Ce qui fait qu'on arrive à une paralysie de l'économie, une paralysie des investissements possibles, parce qu'il y a un potentiel énorme. L'Algérie, le problème, c'est qu'elle a un potentiel humain, un potentiel des ressources, un potentiel espace, un potentiel de l'énergie, etc. Aujourd'hui, comme il y a 20 ans, comme il y a 30 ans, comme il y a 40 ans, l'économie algérienne est malade de l'addiction des hydrocarbures. Il faut sortir de cette addiction-là. Et pour en sortir, il ne suffit pas de faire des discours, il faut des mesures concrètes, des mesures qui permettent de rétablir le point fondamental dans toute économie, rétablir la confiance entre les acteurs, la confiance entre les consommateurs et les producteurs, la confiance entre l'administration et les entrepreneurs, la confiance dans le pays et qui permettent justement aux ingénieurs, aux techniciens, qui permettent aux chercheurs de travailler en cohérence, en cohésion, en synergie. Aujourd'hui, nous sommes là, on nous sert des discours. L'UGTA, comme le disait si bien mon ami Saïd Khalil, ne représente pas les travailleurs. Il y a des syndicats autonomes qui doivent s'investir et il y a des partis politiques qui doivent dire leurs mots, il y a la société civile, etc. Aujourd'hui, nous sommes dans une configuration de paralysie, une configuration d'immobilisme et nous ne pouvons pas faire avancer notre pays. La mondialisation fait que aujourd'hui, nous devons impérativement repenser la monnaie, le taux de change, repenser les subventions, repenser les produits, ce que représentent les produits de première nécessité. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'il faut les subventionner où on retrouve un litre de lait est acheté au même prix par quelqu'un qui touche 10 000 dinars et quelqu'un qui est milliardaire? Donc, il faut repenser tout ça et arrêter aussi le gaspillage, la corruption, ainsi de suite. Je peux rester des heures et des heures à parler des mesures indispensables et de maturité, des mesures d'adultes et non pas des réactions infantiles qui, jusqu'à présent, ont prévalu dans les relations aussi bien en interne qu'en international. Nazim? Bon, je crois que sur cette tripartite, il n'y a pas grand-chose que je pourrais rajouter de plus. Encore une fois, l'UJTA, il est depuis 20 ans avec Sidi Saïd en train de louer le programme de Bouteflika. C'est quand même une première mondiale qu'un syndicat, à chaque loi de finances... C'est ce qu'il a dit cette fois-ci, je me permets de vous interrompre. Il a fait un discours, une allocution, et il a dit, il a oublié les travailleurs, il a fait la promotion de l'investisseur. Il faut aider l'investisseur, il faut lui créer un terrain favorable, etc. Et puis il a dit, de toutes les façons, nous sommes pour ces changements, et ceux qui n'ont pas content, nous n'avons pas peur d'eux, qu'ils aillent vendre des navets. Comme ça. Hein. Oui, après on est dans des discours très populistes avec des gens, je dirais, à la limite de leur correction. Encore une fois, ce que je disais, encore une fois, je n'ai pas beaucoup à rajouter, si ce n'est que l'UJTA, encore une fois, comme il a dit, on exclut quand même le CNAPES, le SNAPAP, etc. Donc il ne peut pas avoir une légitimité. Cet UJTA-là, il n'a même pas dénoncé les lois de finances de 2015-2016 qui ont quand même réduit d'une manière considérable le pouvoir d'achat des Algériens. L'essence, il a augmenté. Aujourd'hui, Toum, là, il y a 1800 dinars. Donc, il y a aussi le travail d'un syndicat également, c'est de dénoncer ce gap, cet écart croissant exponentiel entre la classe la plus riche et la plus pauvre. Donc aujourd'hui, on a des multimilliardaires et on a 50%, 60% de la population, selon les études internationales, qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc si ce n'est pas un travail de syndicaliste de dire, attendez, un travailleur aujourd'hui, il touche 18 000, 25 000 dinars, il ne peut même pas s'acheter de quoi bouffer. Alors le loyer, quid le loyer, quid l'essence, quid l'électricité, etc. Donc aujourd'hui, comme il a dit, et je dirais un peu plus, parce que nous, au sein de Rached, on ne s'attend pas à des mesures avec ce genre-là.
Le JTA, depuis 20 ans, c'est un comité de soutien à ce régime. Donc on n'attend rien d'eux. Donc on n'attend pas non plus des mesures, parce qu'ils sont incapables de proposer des mesures. Ça a été justement dit, on gère le pays au jour le jour. Il n'y a pas une vision stratégique, c'est-à-dire au-delà de la monnaie, au-delà de l'économie, au-delà des infrastructures. Il n'y a pas des gens aujourd'hui qui sont capables de rediriger l'Algérie vers le bon chemin. Et le travail, il est monumental. Monumental, c'est-à-dire qu'on a pris un tel retard aujourd'hui, un tel retard que pour déjà rattraper, je donne un exemple simple, le système bancaire en Algérie. Comment vous voulez qu'un investisseur s'investisse en Algérie? Un simple virement, vous ne pouvez pas faire. L'eau, vous êtes obligé encore d'aller au guichet. Ils n'ont pas pu établir le paiement par chèque, ils n'ont pas pu établir la facture. Le carte bancaire, vous ne pouvez même pas payer par carte bancaire. Toutes les transactions, aujourd'hui, certains pays, le commerce international se fait par carte bancaire. Et vous avez encore de la famille qui vous appelle, ah oui, s'il vous plaît, fais-moi ce paiement parce que je ne peux pas payer en euros, je ne peux pas payer en dinars. Mais c'est aberrant, on est en 2017. Comment voulez-vous que ce pays puisse aller vers le mieux? Et aujourd'hui, on a des discours optimistes. Et celle-là, elle vous dit, Bouteflika, il vous passe le bonjour. Mais attendez, c'est un chef d'État, ça. Il va bien, il vous passe il vous passe le bonjour. Oui. C'est un président. Au-delà de l'aspect personnel, la santé, tout le monde est sujet à la maladie. Mais au-delà de ça, vous êtes comme un Premier ministre. C'est une discussion de café, c'est pas un chef d'État, c'est pas possible. Et après, on nous dit une tripartite. Ça va accoucher de quoi? Un jour qu'il est parti à Lerwat, je crois, Lerwat, ils ont un plat traditionnel, régional, spécifique, qui s'appelle le mardoud. Alors celle-là, elle est allée à Lerwat, et la situation était comme aujourd'hui. Le président était très malade, invisible, on ne le voyait pas. Les gens s'inquiétaient. Il leur a dit « Bon, tu les calmes la baisse. Ou gal comme tu as le mardoud. » Donc, pour clôturer, pour un petit peu finir ce que je disais, c'est qu'on ne s'attend pas à des mesures avec ce régime. Il est à bout de souffle. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils n'ont pas fait de proposition. Voilà, il n'y a qu'un seul moyen. Aujourd'hui, on en voit deux. Pour éviter le chaos en Algérie. Ils ont tué la société civile. Aujourd'hui, les partis politiques, on le voit, peut-être qu'on va en discuter tout à l'heure, tout a été noyauté. Soit le régime, à un moment donné, avec l'amenuisement des ressources. Ça fait 20 ans qu'on dit ça, ça fait 20 ans qu'on dit ce régime. Oui, mais n'oublions pas que le régime, il était acculé en 88, il a fait des concessions. Donc on n'exclut pas que demain, quand il n'y aura plus de fonds de réserve, quand il y a le pétrole qui est... vous voyez, vous ouvrez un journal, vous avez vu un pays qui se nomme un État qui dépend de la fluctuation du pétrole. Vous avez des journaux, ah, le pétrole il a augmenté, ah, il est descendu, etc. C'est notre premier paramètre. Quand on se réveille le matin, est-ce que ça va aller mieux, est-ce que ça ne va pas aller mieux? Donc ce pays, c'est un changement vraiment profond qui doit être mené, d'accord? Soit avec le régime, soit en renforçant la société civile. Sinon, c'est le chaos. Et les mesures, malheureusement, ils ne viendront pas. Saïd Khalil, avant que nous passions au sujet d'après, parce que nous sommes un peu pris par le temps, on entend souvent certaines personnes parler d'aller vers la deuxième république. À mon avis, à mon humble avis, quand on dit aller vers une deuxième république, ça veut dire qu'on reconnaît qu'il y a eu déjà une première république et qu'il faut donc aller vers un mieux, vers un changement. Vous pensez qu'il y a eu une première république pour qu'on puisse aller vers une deuxième? Franchement, je ne pense pas. Bon, c'est tous les régimes post-indépendance en Afrique ont connu ce genre de processus, quoi. C'est-à-dire généralement un putsch et puis le pouvoir militaire s'installe et la suite, vous la connaissez, quoi. Il faut juguler la société, la neutraliser et puis bon, ensuite une nomenclature s'installe. Bon, en définitive. Oui, il y a des symboles de souveraineté. Vous avez le drapeau, vous avez au fronton des institutions et tout ça, mais une république au sens, comment dirais-je, moderne. Au sens vrai. Au sens vrai, c'est-à-dire res publica. Bon, on en est loin, bien sûr. De toute façon, nous, lorsque nous sommes engagés dans l'opposition au FFS dans les années 70, la première revendication, c'était une constituante. Il ne faut pas oublier que le premier putsch a été justement contre cette constituante qui avait quand même sa valeur. C'est des anciens
militants qui ont libéré le pays, que lorsque vous voyez Aït Ahmed et ses amis, beaucoup d'autres dans cette constituante, comme Farhat Abbas qui présidait cette assemblée, honorable Auguste Assemblée, qui devait préparer cette république, et c'est là que le putsch s'est produit, et depuis, on est, comment dire, dans l'illégitimité. Le pouvoir n'a pas de légitimité de la population. Donc, lorsque il faut demander cette république, qu'elle soit première ou deuxième, mais l'essentiel, c'est qu'on parte sur une nouvelle base, c'est-à-dire réellement cette souveraineté doit être octroyée aux députés constituants qui vont s'installer. Nous avons besoin d'un contrat social pour ce pays-là. Sinon, tel que nous sommes partis, évidemment, c'est une logique physique quasiment. Nous allons droit dans le mur. Mais très vite pour pouvoir passer au sujet suivant. Oui. Moi, je pense qu'en fait, on a eu affaire à deux républiques. Il faut peut-être passer à la troisième. La première république, c'est la république bananière de 62 à 88. Et de 88 à aujourd'hui, c'est la république Tchouka. Véritablement. Khalota. Khalota. Absolument. Et donc, on ne sait pas qui est qui gouverne, c'est vraiment, tout est dans l'ombre, etc. Il faut peut-être clarifier tout ça, passer à une troisième république, effectivement. Qui soit plus sérieuse. L'Algérien, tout simplement, aura son mot à dire. Il ne pourra avoir son mot à dire qu'il y a une refondation, s'il y a une refondation de l'État. Si au niveau des régions, des localités, etc., le citoyen peut prendre son destin en main. Il faut qu'il y ait une démocratie de proximité à l'échelle communale, à l'échelle wilayale, régionale, etc. Il faut refonder l'enseignement. Et là, vous avez pris votre bâton de pèlerin, Absolument. Vous qui êtes un peu dans une dynamique de régionalisation, Tout à fait. de fédéralisation de la nation algérienne en tant que tout, et non pas seulement C'est le seul une moyen de travailler à la synergie des intelligences régionales, des capacités régionales, en mettant en place un mécanisme de solidarité, un mécanisme qui puisse unifier ces régions tout en les laissant respirer, en les laissant développer leurs spécificités. Et nous allons faire une émission pour ce thème en particulier. Et l'urgence absolue, c'est refonder l'école immédiatement. Et nous passons au second sujet, qui est celui des élections, et je demanderai à mes invités d'être le plus bref possible pour pouvoir aller vers le troisième sujet, qui sera celui de l'état de santé de Bouteflika. Mais maintenant, les élections. TSA. Soupçon de corruption dans la collection des signatures. Le silence troublant de la ISE et de la justice. Par Riyad Hamadi. Alors, de l'avis de tous les observateurs, y compris de ceux qui sont du côté du régime, tout le monde convient que cette fois-ci, il y a le risque de la plus grande abstention jamais observée depuis l'indépendance. Tout le monde est d'accord sur ça. Ce qui fait que le régime est en train de se déployer d'une façon extraordinaire pour convaincre les gens, voire même de menacer. Il a menacé même les partis qui boycottent de leur retirer leur agrément. Et donc, le ministre de l'Intérieur vient de commander un clip musical pour inciter les gens à aller voter, donc un clip très bizarre où on fait recours encore une fois au shuhada, où on dit aux gens c'est à toi d'aller voter, de choisir ton propre destin, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que l'un des acteurs de ce clip, le fils de Hashim el-Garwabi, Marwan Garwabi, qui a été embrigadé pour la circonstance, il arrive, il fait une vidéo privée où il dit « mais on m'a piégé ». On m'a pas dit, et j'ai insisté, j'ai dit attention, ne m'utilisez pas pour le vote. Ils m'ont dit non, il n'est pas question du vote, on a utilisé mon image. Je tiens à dire aux gens qui sont en train de m'insulter que moi je n'ai rien à voir, qu'on m'a trahi. Nous allons la voir tout de suite. On passe une partie du clip et après on passe une partie on passe pas tout parce que c'est trop long. Nous allons voir. Ça c'est le clip. Et on se demande d'ailleurs, regardez, on dirait un videur qui ramène un mafioso, un parrain. On se demande ce que ça a à voir avec les élections, comme si on nous suggérait que les élections vont nous aider à nous débarrasser de la mafia. Hein, c'est incroyable. Hein. C'est la mentalité du régime. Voilà, mais... On ne peut pas produire autre chose que de la médiocrité. Voilà, regardez bien. Alors voilà, les jeunes qui ont embrigadé, les gens qui disent voilà, nous aimons notre pays.
مليون شهيد ماتوا حرار باه تعيش انت حرية الاختيار. حرية الاختيار مواطن بصح راك مسؤول، شارك ما تخليش رايك مبني للمجهول. حرية الاختيار, la liberté de choisir, ne laisse pas ton truc. Et regardez ce qu'il dit le jeune. ماشي ديال السيد يعيط لي قلت لكم عندها واحد الشهر ولا 21 جوغ. وي مروان واش راك يتمسكن؟ صافا خويا لاباس ما باك مانيش نخدم نورمال ماشي مشكل. قال لي الخدمه راهي ثقيله منا. قال لي ماذا بيا توقف معايا وقفه تاع رجال. قال لي هذه الكلمه اسمع مليحه. قال لي كيما انت راه كاين جون كيما انت راه ناجح شويه منا. قال لي كي تبان معايا في الكليب هذا بتساعدني بزاف وتفتح لي بيبان. قلت له كيفاش نفتح لك بيبان؟ قال لي فوالا. قال لي باش يعاونوني كيما هو كان يخدم بزاف مع الوانسي ويدير دورات ومن هاد العفايس. قال لي باش يعاونوه زعما باش يولي يخدم. قلت له ماشي خاطي الفوط ومنا. قال لي خاطي الفوط. قلت له نجي نتوني معاك. قال لي شحال تحب تخلص وراس باب اللي تحت القبر. قلت له كريم انا وجهك خير ما نسحق حتى دورو. انا نحكم فيكم براس باب الله يرحمه ويوسع عليه الله يرحمه على كل حال. قلت له انا مانيش حايب نخلص حتى دورو. انا حايب نجي نوقف معاك انت. بداو يصوروا ما في الكليب ولا ما على باليش. وصلت تما قال لي مروان قال لي ما كحدير والو. قال لي تشد ورقه مكتوب فيها بلادنا نسال فيها ما يبدلها حتى واحد. اون توليكا بلادنا سا ما غيان افوار مع الفوت. كي قريتها هكذا قلت له هذه علاش؟ قال لي فوالا. قال لي خاطر هذه الاغنيه ما عندها حتى علاقه مع الفوت، ما عندها حتى علاقه مع الدوله، ما عندها حتى علاقه مع كلش. بلادنا ما يبنيها حتى واحد. المهم ما يبنيها حتى واحد ولا ما عندها حتى علاقه مع الفوت. قلت له اوكي. قال لي والله يا مروان وقت خويا وجامي. Voilà comment on utilise les gens à leur insu pour faire des promotions. Un vote qui semble faire paniquer tout le monde. Sinon, nous avons appris aussi que tout à l'heure, pas plus tard que ce matin, à Tiaret, à cause d'une question de liste qui devait passer avant l'autre, il y a eu une échauffourée, et il y a eu un mort et 6 blessés. Et ce n'est pas le seul cas, ça s'est signalé parce qu'il y a eu un mort. Mais sinon, il y a eu des échauffourées dans les Kasma Afalen, dans les Mouhadra Afalen, un peu partout dans le pays profond, en Algérie. C'est la foire d'empoigne. On nous parle aussi de gens qui passent dans les wilayas pour prélever des shkara, les sacs poubelles pleins d'argent, de liasses d'argent, pour acheter les têtes de liste. Quelqu'un de TBSA a fait une vidéo, nous n'aurons pas le temps de la passer, Algérie Focus, où il dit, il accuse de hautes personnalités du RND d'être derrière des histoires comme ça, d'achat, des têtes de liste, etc. Il le dit, il assume, hein, il le dit, il donne des noms, il donne des preuves. RND n'est pas novice dans la matière. Voilà. Donc je vous laisse en parler. Il y a plusieurs éléments. D'abord, ce qu'on a vu là dans le court instant là, sur les images qu'on vient de nous passer, effectivement, on voit 2 personnages intrigants qui représentent les hommes de l'ombre du système algérien. Et je crois que c'est très important. Et on voit un jeune innocent, Marwan Garouabi, qui est obligé de se défendre parce que, encore une fois, il s'est fait avoir. Ils ont abusé de sa confiance. C'est la politique constante, c'est-à-dire de mentir, de travestir la réalité, etc. et d'essayer d'utiliser des gens sincères. Donc là, il est très courageux, je le félicite en ce qui me concerne. Le deuxième point, je vois le logo. Le logo, il y a la carte d'Algérie entre 2 mains. Oui. Voilà, elle est enserrée. Moualine Dar, ça leur appartient. Symboliquement, M. Benchenouf, c'est extrêmement important parce que c'est une possession en quelque sorte. Ce n'est pas des mains des Algériens, il y a 2 mains. Même basse sur le pays. Absolument. Voilà. Et si on veut véritablement parler de ces élections, on voit bien que c'est la République, effectivement, Tchouka, dont je parlais il y a un instant. C'est vraiment la foire d'empoigne, c'est la honte, c'est la course à des postes lucratifs et qui vont dévoyer la mission d'un parlementaire qui normalement est une mission noble qui doit défendre les intérêts effectivement de la population. Juste un dernier mot. Je pense très sincèrement que, l'Assemblée nationale, on doit avoir un nombre de députés au moins divisé par 2. Deuxièmement, il faut que le Sénat disparaisse. C'est une chambre qui ne sert absolument à rien. Et il faut, à se goinfrer. À se goinfrer, surtout aussi à servir d'alibi. Oui, de trompe-l'œil. Etc. Et une représentation
de l'immigration, dignement. C'est un député pour 80 000 habitants en Algérie et c'est 4 députés pour la France où il y a 2 à 3 millions d'Algériens. C'est tout dire. C'est une exclusion Absolument. intolérable. Absolument. Ça a été dit. Pour ne pas se tenter de dire nos comments, parce que cette élection, effectivement, on voyait tout à l'heure la réunion d'Abbas avec ses têtes de liste. Je rappelle, on l'a regardé tout à l'heure ensemble, Voilà. et que Ould Abbas a dit « Je ne quitterai pas le FLN avant 2020 ». Voilà, il ne quittera pas le FLN et que presque, il dit que quasiment il est SDF, il n'a rien. Oui. Le pauvre Ould Abbas. Pas 1 mètre carré, pas Rien. rien. Il n'a aucune propriété, pas un logement. Voilà, donc aujourd'hui, je crois qu'on est dans les limites des limites, quoi. Encore une fois, je reviens à ce formalisme. Ils ont besoin de cette assemblée formelle, quoi. On sait ce qu'elle fait, on sait souvent elle est pratiquement vide, les travées de l'Assemblée nationale, c'est le courant d'air. Ou alors des gens viennent faire la sieste. Ouais. Voilà. Donc, effectivement, ça a provoqué une espèce de rush vers comment dirais-je, vers le mangeoire, quoi. Pourquoi? Parce que ça rapporte. C'est des privés. Bon, un salaire en Algérie où le SMIC est de 18 000 dinars. Donc, lorsque vous avez un salaire multiplié par 20 ou 25, sans compter les privilèges, les primes, les pour passe-droits, la voiture, ça, vous pensez bien, ça rend fou. Ça rend fou. Je crois que c'est surtout un lieu de relais. Oui. C'est-à-dire, c'est même pas le salaire lui-même du député. Sinon, il n'achèterait pas à coup de milliards. Oui, mais je pense que ça crée effectivement des réseaux, ça remplace les services publics, parce que quand on a besoin d'un médecin, quand on a besoin de se faire hospitaliser, on a besoin d'un service, etc., on ne va pas vers le service public, on va appeler effectivement le député ou le sénateur du coin, etc. Donc ça remplace le service public, c'est pour ça qu'effectivement... Monsieur, je laisse ça finir, puis je reviens à Nazim. Non, effectivement, il y a deux types. Il y a maintenant ceux qui ont l'argent, ceux qui ont tout ça, ils ont besoin de cette représentation pour se rapprocher des cercles décideurs, pour rapprocher des centres de décision. Donc l'argent ensuite appelle le pouvoir. Le pouvoir d'argent appelle le pouvoir politique, quoi. Après, il y a cette proximité et tout ça. Il y a aussi le kidam, l'arriviste, celui qui rêve indépendamment comment dirais-je, de ces gens qui postulent pour le pouvoir, il y a ceux qui aspirent à ce poste de député. Ce n'est plus représenter la population. D'ailleurs, je circulais à Paris, puis j'ai vu quelque part le député de Villejuif qui reçoit les citoyens tel jour, qui a sa permanence. Vous avez vu, un député algérien, on ne sait même pas qu'il existe. D'abord, c'est une liste, on ne connaît même pas leur nom, quoi. Ils n'ont jamais été en contact avec... Nazim Tal. Bon, très vite, parce qu'il nous reste 10 minutes à peu près pour parler du sujet le plus important. Mais je vous laisse... J'essaye de répartir du mieux que je peux, mais c'est à vous de vous débrouiller entre vous. Hein. D'accord. Ouais. Bon, plusieurs points très rapides. Moi, déjà... le FLN, déjà, il se targue d'être le premier parti en Algérie, donc on voit comment les problèmes au sein du FLN en train d'être résolus, c'est-à-dire Beddebza, un mort. On se rappellera de la grosse bagarre qui a eu lieu à Florassi. Donc voilà, pour les Algériens, au moins, ils ont... L'histoire des Doberman. Voilà, donc maintenant, ils savent qui dirige le FLN. Deuxième point, maintenant, aujourd'hui, on a effectivement, par exemple, je lisais ce matin, le secrétaire le Farhi du MDS qui dit qu'on ne s'est pas présenté dans une wilaya parce qu'on monnayait les signatures pour pouvoir être sur les listes à 100 millions. Louisa Hannoun qui dit effectivement il y a beaucoup de monnayage, il y a une mafia derrière. Bon, entre guillemets, entre parenthèses, elle ne veut plus, elle, dans son projet, qu'il y ait de représentants de la communauté à l'étranger à l'Assemblée. Voilà, les Algériens à l'étranger, elle a peut-être oublié, Louisa Hannoun, que le PPA, en 1926, il trouve ses origines en France. Et c'est les immigrés... Que le mouvement nationaliste court. Voilà, depuis le mouvement nationaliste nord-africaine. l'étoile nord-africaine et le PPA après, qui trouve ses origines et ses racines en France, et que 90% des ressources du FLN, c'était le bureau de la Fédération de France. Bon, bref. Le FFS également, qui dénonce, Bouhiche qui dit effectivement en monnaie, etc.
Mais moi, je dirais ce clip-là, au-delà de l'aspect, je dirais, qualitatif, qui est médiocre, et on a l'impression que c'est la mafia, et d'un coup on passe à un autre registre où c'est la chanson Bladi, Million Shahid. Et on parlait également du pacte républicain tout à l'heure, est-ce que c'est une république? Pour moi, il y avait un pacte républicain. Du moment où en 62 on a rompu ce pacte républicain, rappelons-le quand même, c'était la revendication du PPA et après repris par le 54 par le FLN qui disait le pouvoir au peuple. Du moment qu'on a rompu ce pacte républicain, il n'y a pas de république, on est dans une dictature. Effectivement, c'était une succession de coups d'État, 62 Ben Bella, 65 Houari Boumediene, ainsi de suite. Donc moi, à la limite... Pensez-vous de Boujara Sultani qui a déclaré 2 jours, nous l'abstention nous arrange. Parce que, vous l'avez vu? Non, ça c'est Mokhari qui a dit ça. Mokhari, qu'est-ce que j'ai dit moi? Boujara Sultani. Mokhari. L'abstention nous arrange. Je finis juste ce point qui... Et enchaîner sur ça. Alors le régime, il est dans son rôle. Oui. Qu'il fasse du médiocre, pas du médiocre, il est dans son rôle. Moi, ce qui me pose problème, M. Benchenouf, c'est les partis. C'est que quand on dit, il y a une année, ils étaient tous dans le CNTD, disons, c'est la corruption, le président du, comment il s'appelle, le secrétaire général de RCD qui disait, Bouteflika, il est incapable de gérer, aujourd'hui, c'est lui qui gère tout. Donc c'est quand même problématique dans notre classe politique que ces gens-là n'ont même pas le courage de se retirer en masse de cette mascarade. L'État, il est dans son rôle, il veut une façade, il veut des élections, etc. Mais c'est à vous, parti politique, de dire il y a de la corruption, on monnaie les signatures, on monnaie les têtes de liste, etc., de se retirer une fois pour toutes de cette mascarade. Aujourd'hui, le problème majeur de l'Algérie, c'est qu'il n'y a pas une classe politique digne. Et comment on s'attend à ce que le peuple ait une confiance? On parle de Million Shahid, on parle de confiance. Il n'y a pas de confiance, il y a une rupture. Et il y a aussi un problème aussi de l'opposition, et je m'inclus dedans, c'est-à-dire un mouvement Rached. Il n'y a pas d'opposition. S'il y avait une vraie opposition en Algérie, s'il y avait de vrais partis politiques, etc., je vous jure que ce régime aura plus de mal à organiser cette mascarade des législatives. Et nous passons au dernier sujet. Il nous reste 6 minutes. Ça veut dire que c'est vraiment trop peu. Donc je vais être obligé de vous partager 2 minutes chacun. L'état de santé de Bouteflika qui se lance. Le titre d'abord, très rapidement. Parisien. Algérie. Le président Bouteflika va très bien, selon son Premier ministre, par Le Parisien. Hassan Hersh, 2 minutes, montre en main. Moi, très franchement, je le dis aux Algériens qui nous regardent, ce qui me préoccupe, c'est d'abord la santé de Kamel Denfkhar, qui est injustement emprisonné, qui est en train de mourir en prison. Et justement, ce président en a la responsabilité morale, même s'il n'est pas directement lui-même donneur d'ordre, mais c'est son aéropage qui a emprisonné les Mozabites et qui aujourd'hui, justement, sont en train de mourir en prison. Donc maintenant, quant à la spéculation autour de la santé du président, nous sommes dans une configuration des années 50-60 dans le régime soviétique. C'est-à-dire qu'on est là, on ne sait pas trop s'il est vivant, s'il est mort, s'il est souffrant, s'il peut parler, s'il peut dire son mot, etc. Donc on se moque des Algériens, véritablement. On ne peut pas faire une tripartite, faire croire au monde entier que le pays marche, qu'on peut éventuellement élaborer des règles, etc. Alors que la principale règle, qui est celle justement d'avoir un président sain, et puis que l'on passe véritablement à des élections qui permettent l'émergence de dirigeants légitimes, je crois très franchement que ça me fait mal au cœur d'assister à cette mascarade, d'assister à ce théâtre, on dirait les ombres chinoises. Il y a tout un tas d'acteurs dans l'ombre et on ne sait pas exactement. Et nous arrivons à la fin de vos 2 minutes. Saïd Khalil. Oui, il me semble que quand même la biologie va atteindre ses limites. Moi, en 2014, lorsqu'il y a eu... j'ai presque fait un pari que j'ai perdu. Je dis impossible, il va se présenter. Je dis, et je me rappelle, j'ai eu droit à un entretien à Lointain, j'ai dit, je pensais qu'il n'oserait pas défier les lois de la biologie naturelle, de la biologie humaine, c'est-à-dire que tout être vivant est destiné à mourir, comme nous tous, comme tout ce qui est vivant. Eh bien, ils ont osé. Ils ont osé défier. À partir de là, déjà, on était dans l'inimaginable.
Bon, tout ce qui vient après, si vous voulez, on est rentré dans une espèce d'une aventure, c'est-à-dire on a mis le pays en péril et tout ça. Donc à partir de là, on est dans l'inconnu. On est dans l'inconnu et ça deviendra. Dans un mois, dans quelques mois, je crois qu'il faut avoir le courage et tous nous sommes interpellés en tant que citoyens, en tant que responsables et tout ça. Notre pays est réellement en danger. C'est-à-dire mettre comme ça, engager le pays comme ça entre les mains d'une personne qui n'a aucun moyen, ni physique, ni intellectuel, ni mental. Je crois que pire aventure, que ça n'existe pas. À ce niveau-là de responsabilité, c'est des millions d'âmes quand même qui sont entre les mains de ces responsables. Bon, je crois qu'il n'y a pas de mots pour qualifier cette situation. Oui, en deux minutes. Bon, premièrement, encore une fois, mes griefs vis-à-vis je dirais, des partis politiques vont également vis-à-vis de nos institutions. Imaginons que Bouteflika, il est malade, il ne sait même pas ce qui se passe autour de lui. Mais où sont les institutions? La Cour constitutionnelle, il est où l'article 88? Il ne peut plus accueillir de chef d'État, il ne peut plus se déplacer, il ne peut plus dire un mot, etc. Donc il y a quand même ces caractéristiques d'un président qui n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions présidentielles, au-delà de l'aspect maladie, encore une fois. Je ne l'attaque pas au niveau que personne, mais autant que président. Deuxièmement, ça veut dire aussi que s'il n'y a pas le constitutionnel, il est où le Parlement pour exiger quand même un bulletin de santé de son président? C'est quand même soi-disant des élus du peuple. Et le peuple, il a quand même le droit de voir est-ce que leur président peut ou pas gérer le pays. Et troisièmement, où sont les partis politiques? Donc il y a tout ça, c'est-à-dire que effectivement cet État, ce régime est dans son rôle, mais en contrepartie, il n'y a pas de contre-pouvoir, il n'y a rien. Deuxièmement, et ce qui me vient à l'esprit, c'est le cas de la Belgique. Je ne comparerai pas bien sûr la Belgique, mais si Bouteflika a vraiment bâti un État d'institution, un État de droit, un État où, comme ils disent, nos institutions sont fortes. La Belgique, 18 mois sans gouvernement, ils ont pu gérer leur truc. Mais aujourd'hui, on voit bien que tout tourne autour de Bouteflika, les décisions ne se prennent pas, les investisseurs ne savent pas s'ils doivent faire des investissements ou pas, s'ils doivent acheter dans l'immobilier ou pas, tout tourne autour de Bouteflika. Et pour moi, c'est un aveu d'échec malheureusement, depuis 1999 à aujourd'hui, que ce beau pays avec de tel potentiel au niveau de richesse naturelle, humaine, etc., malheureusement, c'est vraiment un constat d'échec et il faut que ça change. Nous arrivons à la fin de cette Ouais. émission. Je remercie mes invités, Hassan Hirs, Saïd Khalil, Nazim Taleb. Je vous remercie, chers amis, de nous avoir prêté votre attention. Merci, Jamal. Merci.